Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qui se cache derrière le prix d'une place de théâtre. Et pour cela, je vous propose d'aller acheter une place au Plateau Sauvage, salle de théâtre parisienne, et d'aller à la rencontre de sa directrice et de son directeur adjoint, j'ai nommé Laetitia Guédon et Jean-Baptiste Moreno, qui sont sur notre plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on paye ? Qui on paye quand on achète un billet pour une pièce ? Je pars avec cette question simple, comme un prétexte pour découvrir comment se fait le théâtre dans sa dimension financière et logistique. Je précise qu'on parlera surtout aujourd'hui du théâtre public. Alors, ça consiste en quoi créer une pièce, la faire venir dans une salle, rétribuer ceux qui en vivent. Alors que la région Pays de la Loire annonce couper 62% de son budget de la culture cette année, que la région Île-de-France baisse le sien de 20% et que la moitié des départements prévoient une baisse d'au moins 40% de leurs aides, il est urgent de se poser la question non seulement de ce que coûte la culture, mais plus encore de ce que nous coûterait l'absence de culture. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme, c'est parti. Bonjour Laetitia, bonjour Jean-Baptiste, vous allez bien ? Super bien. Super bien. Ouais, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. On est très heureux d'avoir des directeurs et directrices de théâtre qui acceptent d'ouvrir les coulisses de leur salle, dans une composante financière qui plus est. Et puis on aime beaucoup les plateaux sauvages chez Tête de lecture. On y a notamment découvert Élise Noireau, avec sa pièce Ressources humaines. Elle est venue en studio nous en parler lors de la première saison. Et ça nous avait donné envie d'en savoir un peu plus sur les plateaux sauvages. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter ce lieu un peu particulier que sont les plateaux sauvages ? Oui, bien sûr. Les plateaux sauvages, c'est une fabrique artistique et culturelle de la ville de Paris. Et c'est nous, on appelle ça plus une fabrique qu'un théâtre, parce que c'est un lieu qui est un peu au carrefour des mondes, qui est au carrefour de la création professionnelle et de la transmission artistique. Donc c'est à la fois un lieu où on accompagne des artistes dans le développement de leurs projets, en leur mettant à disposition des espaces de travail, des moyens techniques, des moyens en production, des moyens en visibilité aussi, où ils présentent leur spectacle au public. Mais c'est aussi un lieu où ils viennent partager leur processus de travail, toute la partie un peu vulnérable que le spectateur ne voit pas forcément en amont, avec un public qui n'est pas initié, donc un public qui ne sont justement pas des professionnels, pas forcément des gens habitués à aller au théâtre. Et puis les plateaux sauvages, c'est aussi un lieu de vie. Oui, c'est un lieu de convivialité, puisqu'on a déjà 3000 m². C'est un lieu où on partage justement cette création et cette transmission au travers d'une fabrique d'ateliers de pratiques artistiques amateurs avec plus de 50 propositions par semaine, plus de 600 participants qui le traversent. On a un bar, puisque le cœur du projet, c'est quand même le lieu. Et venir voir un spectacle ou tout du moins traverser un projet de transmission artistique, venir assister à un atelier, c'est aussi partager, boire des verres ensemble, partager tout simplement de la nourriture, parce que c'est ça aussi qui fait lien social. C'est une bibliothèque partagée, on a le Wi-Fi aussi partout. Et ce qu'on essaie de construire aussi au Plateau Sauvage, c'est que ça soit un lieu inclusif où tous les types de publics, tous les publics peuvent se croiser, partager, discuter, rêver, pleurer, traverser cette fabrique. Et notre maître mot, c'est l'accueil. Voilà. Oui, l'accueil. Notre valeur numéro 1. Accueil du public, accueil tout court, la notion de convivialité, comment qu'on ait 13 ans et qu'on n'ait jamais été au théâtre et qu'on trouve que c'est trop compliqué, ou qu'on en ait 70 et qu'on aille tous les soirs arpenter les nombreuses performances culturelles qui peuvent être proposées dans Paris, eh bien on est accueillis de la même façon, et c'est un soin qu'on apporte qui est aussi important pour nous, la qualité de la programmation, que la propreté des sanitaires, que d'avoir un bar avec une carte qui soit attractive, d'être accueilli avec le sourire, avec chaleur, et y compris jusque dans l'achat des places, dont je crois qu'on va parler aujourd'hui. Oui, on va en parler, tout à fait. C'est vrai que souvent on a l'impression que une salle de théâtre, c'est une salle où on va jouer des pièces, mais en fait, il se passe des choses, il se passe plein de choses pendant les moments où il n'y a pas de public. Et là, c'est ce que vous nous disiez un petit peu. Moi, j'aimerais aussi en apprendre un peu plus sur votre travail de direction. Moi, je pensais, au tout départ, que les directeurs, en fait, ils choisissaient les pièces qui allaient être programmées, et puis c'est tout. Mais peut-être que vous allez me faire mentir, peut-être que vous allez m'en apprendre un peu plus. C'est quoi votre travail au quotidien ? Alors, moi, j'aime beaucoup cette question parce que
figure-toi que j'ai initié, depuis quelques années maintenant, un mastermind sur la direction de lieux, où j'accompagne des hommes, des femmes, un petit groupe pendant à peu près 1 an, de personnes qui veulent prendre la direction d'un établissement artistique et culturel. Et il y a un exercice que j'adore faire avec elles et eux, c'est de leur demander, décrivez-moi votre journée type ou votre journée imaginaire en tant que directrice ou directeur du futur lieu que vous allez diriger. Et c'est un exercice qui est assez chouette parce que souvent ressort un peu le fantasme du directeur qui est à la rencontre des artistes, qui va vraiment, échanger avec eux sur la matière artistique qu'ils vont proposer, comment ils vont pouvoir être accompagnés, qui va brainstormer avec ses équipes pendant des heures sur l'aspect de la communication, etc., etc. Et en fait, diriger un lieu, c'est à la fois être très, très connecté à l'artistique, en effet, mais être très, très connecté au réel de ce que peut être une vie d'entreprise et d'une entreprise qui est un établissement qui reçoit du public. On appelle ça d'ailleurs un ERP, c'est-à-dire être au plus proche des gens qui vont fréquenter le lieu. Donc moi, par exemple, mes journées, elles sont composées à 80%, on va dire, de persécution de mes équipes sur la propreté des toilettes, parce que j'insiste un peu là-dessus, parce que moi, quand je vais au restaurant, c'est très trivial ce que je te raconte, mais je sais que je vais bien manger, ou je sais que l'alimentation va être de qualité si les toilettes sont propres. C'est peut-être une déformation un peu méditerranéenne pour moi, mais si je vois que les toilettes ne sont pas propres ou que je ne vois pas les cuisines, je sais que ça va être du surgelé, je ne sais pas comment me dire. Donc, je vois très bien. Quand le public arrive, moi, je trouve que c'est extrêmement important que dans tous les détails du lieu, du site, du sourire qu'on va avoir à l'accueil, de la façon dont on va répondre au téléphone, c'est un travail qui demande beaucoup de temps avec les équipes, qu'il faut évidemment accompagner là-dedans, qui arrive aussi avec une expertise et qui doit embrasser aussi cette valeur, en fait, numéro 1, qui est celle de l'accueil, pour ne pas dire l'hospitalité. Donc c'est vrai qu'un directeur de lieu, évidemment qu'il va faire de la programmation, évidemment qu'il va être au contact des artistes, évidemment qu'il va être au contact des institutionnels qui vont accompagner son projet ou des partenaires, il va être au contact du territoire aussi, parce que nous on est au Plateau Sauvage dans un des derniers bastions, pourrait-on dire, non gentrifiés de la ville de Paris, c'est-à-dire où des gens de catégories socio-professionnelles, d'âge, d'origine très différentes fréquentent encore les mêmes écoles, encore les mêmes établissements publics ou de services publics. Et donc, nous, on a à cœur d'avoir ce grand brassage. Donc, c'est vrai qu'on est une petite équipe, nous, au Plateau Sauvage, mais qu'on est vraiment entre quelque chose qui est très immédiat et quelque chose qui est très connecté à l'artistique. Mais on va dire que diriger un lieu, c'est avant tout, on pourrait le résumer comme ça, donner la vision, on va dire donner le cap à des équipes, à un projet de ce qu'on veut pour un lieu. Et la programmation est un élément de cette vision. Mais voilà, la question par exemple, la décoration, des espaces extérieurs, de la propreté, par exemple, fait aussi partie des enjeux de la vision, à mon sens en tout cas. D'accord. Jean-Baptiste ? Moi, disons que Laetitia a dit une chose qui est très importante. Elle, en tant que directrice, puisque c'est elle qui est directrice des Plateaux Sauvages, c'est elle qui a été nommée par la maire de Paris pour développer ce projet qu'elle a véritablement pensé. Moi, je suis à ses côtés, c'est-à-dire que c'est elle qui porte la vision d'ensemble du lieu, c'est elle qui, bien évidemment, donne cette direction-là. Et moi, mon rôle, à ses côtés, en tant que directeur adjoint, c'est de rendre opératif toute cette vision. C'est-à-dire, dans toutes les dimensions de ce projet, que ce soit en technique, en administration, en communication, en relations publiques, en accueil, sur les ateliers, sur tous les pôles en fait, qui composent ce projet des Plateaux Sauvages, c'est moi qui rends opérationnel, qui travaille avec les équipes, qui coordonne le fait que tout le monde va dans le bon sens pour réaliser cette vision que porte Laetitia. Voilà. Et en même temps, c'est un peu la force de notre duo, si je puis dire, parce qu'on se connaît depuis
de très nombreuses années avec Jean-Baptiste. On travaille ensemble depuis de nombreuses années. Moi, c'est vrai que je suis metteur en scène, je suis moi-même artiste. Jean-Baptiste, lui, a eu aussi une expérience très vaste en lieu, puisqu'il est passé par des centres dramatiques nationaux avant de m'accompagner sur ce projet-là. Il y a eu toujours chez nous, en tout cas, ce désir de porosité entre la partie, on va dire, très opérative de la mise en place d'un projet et la partie plus philosophique, on va dire, de la traduction de cette vision. Et donc, il y a toujours cet échange qu'on a entre les deux, même si on a des compétences, des prérogatives qui sont aussi différentes, chacun, qu'on a un positionnement qui est différent, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Baptiste, moi j'ai eu envie de revendiquer aussi en tant que femme la direction d'un lieu, et pas forcément me cacher derrière absolument la question du binôme avec un homme, mais il y a une complicité qui est très forte entre nous sur la prise de décision qui concerne tous les aspects du lieu. D'accord, oui, c'est vrai que souvent, notamment dans les présentations de saison, on voit directeur, directrice et directrice adjoint. Il y a ce duo-là, donc c'est intéressant que tu nous parles effectivement de cette charnière, de ce fonctionnement, quoi. Donc de la mise en pratique aussi des intentions que tu donnes au lieu que tu diriges. Très bien. Tu parlais de l'équipe. Tu disais on a une petite équipe. Ça représente combien de personnes? C'est qui ces gens? Alors, on a 13 personnes en fait, qui travaillent au Plateau Sauvage, nous bien évidemment compris. On a 3 apprentis. La question de la transmission, on parlait Laetitia tout à l'heure, elle est aussi interrogée à l'intérieur de notre propre équipe. Nous, on a fait le choix aussi de pouvoir accompagner des étudiantes et des étudiants, surtout en termes d'apprentissage. Donc on a 3 apprentis en communication, en administration et en relations publiques au Plateau Sauvage. Donc c'est pour nous important d'accompagner sur le long terme ces étudiants qui vont rentrer dans la vie active après, vraiment de solidifier leurs compétences et leur savoir-être. Et ensuite on a 10 personnes permanentes au Plateau Sauvage, un directeur technique, une administratrice, une responsable de communication, une responsable des ateliers et des relations avec les publics, une chargée des relations publiques et des ateliers, et 2 personnes à l'accueil, qui est aussi le nœud du projet. Donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir été très clair sur le fait que tous ces services soient extrêmement importants pour développer le projet dans son entièreté. Et un assistant de direction. Ouais. Et c'est vrai qu'on est une petite équipe pour un projet qui est assez vaste. Parce qu'en fait, petite équipe par rapport à quoi? C'est ça. En fait, on va dire la taille ou la morphologie de notre équipe, elle est plutôt adaptée à des théâtres qui ne feraient que du théâtre ou que de la programmation avec un accueil le soir. Or, les Plateaux Sauvages, c'est un lieu qui est ouvert 6 jours sur 7, qui est un lieu, donc, comme Jean-Baptiste l'a dit, où il y a 3000 m² de bâtiment avec 2 salles de spectacle, un théâtre de 230 places à peu près, une salle qu'on appelle la transformable, qui est une salle avec un gradin modulable en fait, qui nous permet de faire des formes, en tout cas de positionner le public différemment dans l'espace, et puis environ 6 à 7 salles de répétition où les les artistes peuvent vraiment développer leur projet, mais où aussi le soir, les publics du quartier, du 20e ou de Paris, viennent pratiquer des arts, puisque en fait on a une fabrique d'ateliers de pratique artistique amateur, donc hebdomadairement on a des gens qui viennent faire du théâtre, du chant, du yoga, du pilate, de l'écriture, une offre en fait d'ateliers qui sont à tarification sociale. Donc ça veut dire que c'est vraiment un peu comme sur le modèle du quotient familial, un peu comme quand on payait la cantine, en fonction de ses revenus, et viennent rencontrer des associations, des intervenants qui leur transmettent en fait un savoir-faire sur ces disciplines-là. Donc en fait, c'est une petite équipe de permanents, mais c'est de très vastes collaborations avec toutes ces associations, tous ces partenaires, pour pouvoir faire que l'activité du lieu soit aussi dense qu'on la propose. Pour te donner un peu une ordre d'idée, quand nous, on est arrivés au Plateau Sauvage, quand on a initié ce projet, on avait à peu près 60 participants
à nos ateliers pour une petite dizaine d'ateliers. Donc, je te parle bien des ateliers de pratique artistique qui se passent le soir hebdomadairement. Aujourd'hui, on est à plus de 500 participants pour plus d'une quarantaine d'ateliers. Donc en fait, il y a eu un accroissement aussi de la fréquentation des publics à mesure que le projet se développait. Et on se rend compte qu'il y a une vraie appétence sur le fait aussi de toucher avec ses mains, avec ses yeux, avec son corps, la dimension artistique en fait de ça, par-delà le fait d'aller voir un spectacle le soir. Il y a des activités qui se font sur la scène de théâtre, sur laquelle qui est utilisée le soir par les pièces. Ah oui, absolument. En fait, la salle de spectacle ou la transformable, elles sont dédiées principalement aux spectacles et aux artistes professionnels qui sont en répétition. Parce que quand on ouvre une salle, quand on ouvre un théâtre, c'est à la fois un espace de très grande liberté. D'ailleurs, le nom des plateaux sauvages reprend un peu ces deux lignes de force. Tu as le côté avec plateau qui a un côté très technique, qui raconte vraiment l'aspect très technique, assez rigoureux en fait de la création. Un artiste, c'est loin d'être le poète maudit qui a de la fumée qui sort par les oreilles et qui est comme ça un peu dans sa tanière. Ça n'est pas que ça. On en connaît encore qui existent, qui subsistent, mais c'est avant tout quelqu'un qui va faire preuve d'une grande rigueur pour pouvoir travailler dans le temps, pour pouvoir déployer un projet, pour pouvoir galvaniser une équipe à aller d'un point A à un point B d'un projet, des fois un point A qui est juste une idée sur le papier, un texte qu'un auteur a écrit, puis jusqu'à un spectacle qu'on partage avec le public. Et puis Sauvage, c'était aussi l'idée de liberté. Donc il y a vraiment cette idée de grande liberté. Mais quand on ouvre une salle de spectacle, eh bien, il y a un certain nombre de règles. Ça reste aussi des espaces, si on ne les connaît pas bien, de danger et qu'on ne peut pas ouvrir comme ça impunément, qui demandent des moyens de sécurité, qui demandent des moyens techniques. Donc effectivement, il est priorisé pour les gens dont c'est le métier, qui sont professionnels et qu'on accompagne là-dedans. Mais en même temps, pour les amateurs ou les projets de transmission artistique qui sont proposés avec les publics, il y a aussi l'envie évidemment de partager ce que c'est qu'une scène et pas seulement une salle de répétition. Et donc nous, on organise en fin d'année des restitutions de tous ces projets, de tous ces ateliers de pratique artistique amateur qui se font dans le théâtre, dans la transformable et qui permettent à ces amateurs aussi d'être vraiment accompagnés dans des conditions professionnelles, puisqu'il y a vraiment des techniciens qui travaillent avec eux pour pouvoir montrer la pointe de l'iceberg, si je puis dire, avec de la lumière, de la musique, du son, sur un plateau où on a un vrai rapport avec le spectateur et où on sort de la confidentialité de la salle de répétition. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, dans le sens où souvent les salles de théâtre sont très sacralisées. Des fois, on a peur d'entrer dans une salle, on ne sait pas comment ça marche, où est-ce qu'il faut rentrer, il y a une sonnerie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que quand on fait rentrer des personnes pour faire d'autres activités dans ces salles, tout de suite, c'est moins sacralisé, on la connaît, on y a été, on y a vécu des choses, donc on a peut-être plus envie aussi d'y revenir, en tout cas avec moins d'appréhension. Mais tu disais aussi que ça avait un coût. Il y avait des questions de sécurité, mais ça a un coût. Donc moi, ça me fait la transition toute trouvée pour la suite de l'émission, parce que j'aimerais, maintenant qu'on a parlé un peu de votre travail et des plateaux sauvages, j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet, le nerf de la guerre, comme on dit, avec la question de départ qui était si j'achète une place de théâtre dans un théâtre public, par exemple, à côté de chez moi, et que je paye ma place, disons, allez, pour simplifier, on va dire 10 €, où est-ce qu'ils vont aller ces 10 €? Bon, j'imagine qu'il y a une part de TVA, mais quelle part va pour les artistes directement? Quelle part va dans les frais de fonctionnement? Quelle part auprès des techniciens? Voilà, dites-nous tout, comment ça fonctionne? Alors, Jean-Baptiste va parler de l'aspect technique de ça. Ok, c'est pour Jean-Baptiste. Très bien. On t'écoute, Jean-Baptiste. Alors, comment dire, il y a plusieurs façons d'accueillir un spectacle dans un théâtre. Il y a plusieurs modalités de venue d'une compagnie ou d'une œuvre spectaculaire, d'une œuvre théâtrale, chorégraphique, peu importe. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Au Plateau Sauvage, nous, ce qu'on met en place, c'est le système de co-réalisation. C'est-à-dire que nous accueillons les compagnies dans notre lieu et elles perçoivent une partie de la billetterie
Chez nous, ça s'élève à 70% de la billetterie, et le reste de cette billetterie nous revient. Et c'est cette compagnie qui engage effectivement toute la production du spectacle, c'est-à-dire qu'elle développe leur projet auprès soit de subventionneurs, de coproducteurs, et elle est en responsabilité, ce qu'on appelle du coût plateau, c'est-à-dire de ce que coûte la représentation ou une représentation, c'est-à-dire le salaire de tout ce qui accompagne le spectacle, c'est-à-dire les comédiens, l'équipe technique, voire même l'équipe administrative de cette compagnie. Il y a une autre façon de fonctionner qui est celle de la cession, c'est-à-dire qu'il y a des théâtres qui achètent des spectacles et qui récupèrent entièrement la billetterie. Et la grande majorité des établissements culturels de la ville de Paris fonctionnent sur la question de la co-réalisation. Donc nous, c'est le système qu'on met en place. Et sachant qu'en plus, nous sommes une fabrique, il est extrêmement important quand on travaille et quand on va accueillir un artiste durant une saison, vraiment de discuter très précisément avec lui de quels sont ses enjeux à la fois artistiques, mais ses enjeux aussi administratifs, comptables, de production, pour être le plus précis et l'accompagner dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'en jouant aussi au plateau sauvage, cette compagnie peut prétendre à un certain nombre de dispositifs de financement de son projet et d'être accompagnée par d'autres structures, l'État, les départements, la ville. Chez nous, c'est bien évidemment la ville de Paris et la DRAC Île-de-France. Mais cette compagnie, elle peut développer en fait son projet en étant programmée au plateau sauvage. Elle peut développer aussi des ressources de financement qui lui permettent de créer son projet. Voilà. Donc, quand on achète un billet au plateau sauvage, bien évidemment, on va rémunérer à la fois pour 70% le coût du spectacle et qui est supporté par la compagnie. Et puis nous, tout l'accompagnement qu'on met autour de cette compagnie à venir jouer chez nous, c'est-à-dire que nous, on donne du temps et de l'espace, mais aussi on mobilise une équipe technique qui est très précisément choisis par notre directeur technique. C'est-à-dire que nous, on les accompagne aussi dans leur création. C'est-à-dire qu'on embauche un régisseur général qui peut avoir quelques spécificités particulières au regard des besoins de cette compagnie. Est-ce que c'est un enjeu de lumière? Est-ce que c'est un enjeu de son? Est-ce que c'est un enjeu vidéo dans leur création? Donc on va choisir très précisément un régisseur qui a ces compétences-là et qui va accompagner la compagnie durant tout le déploiement des répétitions, la création du spectacle et durant l'exploitation de ce spectacle à sa création au plateau sauvage pendant une semaine ou pendant les 2 semaines de rendez-vous publics qu'on organise. Alors, pardon, je voudrais juste compléter ce que dit Jean-Baptiste, qui me semble important, c'est qu'en fait, la co-réalisation, qui est le partage de billetterie, c'est une prise de risque, entre guillemets, partagée, mais on va être très clair, beaucoup plus difficile à supporter pour la compagnie que pour le lieu, qui est une prise de risque sur le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on va partager une recette, donc on va devoir travailler main dans la main pour faire venir le public et que le projet puisse se déployer. Pour essayer de tempérer en fait le risque qui doit être pris par les compagnies, nous, ce qu'on fait, et ce que dit Jean-Baptiste, c'est qu'on va avoir un accompagnement très important qui, pour le coup, là, est très proche de lieux qui reçoivent en session ou en production déléguée, ou même des lieux qui sont peut-être parfois même plus dotés au niveau de la création, comme un centre dramatique national par exemple. On va accompagner tout l'aspect technique. Ça, c'est un aspect qu'on retrouve assez peu, que les compagnies retrouvent assez peu à Paris en fait. C'est-à-dire le fait de pouvoir vraiment poser ces valises en résidence pendant un temps long. Donc il va y avoir un très fort rapport qu'on appelle en industrie, avec de la mise à disposition d'espace, mais on va aussi embaucher des techniciens pour pouvoir vraiment travailler avec eux au long cours, pour pouvoir produire leurs projets. Et ça, souvent, dans les autres lieux en co-réalisation, c'est ce qu'en plus ont du mal à trouver les compagnies, c'est comment elles peuvent poser leurs valises. Maintenant, nous, on ne pouvait pas se contenter de maintenir la co-réalisation. Parce que moi, je continue de dire que la co-réalisation maintient un endroit de précarité quand même pour les compagnies. Oui, parce que si personne ne vient voir le spectacle, il n'y a pas de recette pour la compagnie, elle ne gagne rien. Pour le théâtre non plus. Pour le théâtre donc, en fait, il y a alors,
je touche du bois. C'est du bois, ça? Je pense que c'est du bois. Ouais, c'est du bois authentique. Voilà, on a la chance d'avoir, depuis notre création, des salles qui sont vraiment pleines. Donc, on n'a jamais connu la salle terrible avec 2 spectateurs ou l'annulation de dates. Les seules fois où on a dû annuler, c'était vraiment dans des cas de force majeure comme le Covid, etc. Mais nous, ce qui était important, c'était de pouvoir, en tout cas, de revendiquer, même auprès de nos partenaires institutionnels, le fait qu'il fallait, pour s'engager vraiment auprès des compagnies, entrer en numéraire dans les projets. Ça veut dire mettre de l'argent dans les projets. Et ça contribue à la prise de risque que les lieux prennent, et en particulier les lieux du théâtre public, mais le théâtre privé prend des risques aussi sur la question des créations des œuvres. Parce que nous, notre particularité, c'est qu'on n'est pas un lieu de diffusion. C'est-à-dire qu'on n'est pas un lieu dont on peut jauger. Quand moi, je rencontre les compagnies, je ne sais pas si leur spectacle va marcher ou pas, puisque ça n'est pas un spectacle qui a déjà été vu au Festival d'Avignon, qui a déjà beaucoup joué. C'est vraiment le premier projet, enfin, c'est pas forcément le premier projet de l'artiste, mais en tout cas, c'est un projet que personne n'a jamais vu. C'est un projet inédit. C'est une création. Donc, ça demande d'accompagner les artistes dans la réussite et dans l'échec, qui fait partie du processus de création. Et parfois, il faut pouvoir assumer cette prise de risque en mettant des sous dans le projet. C'est ce qu'on appelle la coproduction. Ça veut dire que non seulement on va abonder en numéraire dans le projet d'un artiste, donc l'aider financièrement à ça. On en accompagne 4 par saison sur les 12 artistes. 2 sont des artistes émergents, 2 autres sont des artistes plus confirmés, qu'on va aussi accompagner dans leur structuration pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, parce que des fois, il y a des compagnies qui, parce qu'on joue à Paris, vont prendre tous les risques et puis vont tout donner sur un spectacle, et puis il n'y en aura pas d'autres après, parce qu'elles n'auront pas pensé à se structurer administrativement, en production, etc. Et puis pour les compagnies plus confirmées, qui, elles, sont plus structurées, on va accompagner aussi la diffusion de leur œuvre dans des lieux non dédiés du territoire. Une école, un collège, un lycée, un foyer de jeunes travailleurs, un centre social, dans des lieux où on va, une école maternelle, où les gens vont avoir peut-être plus de difficultés à se déplacer dans le théâtre, mais où le théâtre va venir à eux. Et donc, nous, on rentre aussi là-dedans. Et puis le deuxième volet aussi, c'est que les artistes viennent chez nous avec 2 projets. Un projet en création, où là, on est soit sur le système de la co-réalisation, soit sur le système de la coproduction, et parfois sur le système de la cession, ou de la production déléguée. Donc la cession, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est qu'on achète une représentation. Ça nous arrive quand on fait par exemple 1 ou 2 représentations dans le cadre d'un événement, par exemple. On ne s'amuse pas à faire de la co-réalisation sur 2 dates, parce qu'en fait, il faut quand même le temps pour l'artiste de faire fonctionner le bouche à oreille et de le déployer. C'est pour ça que nous, on programme entre 5 et 15 dates pour vraiment permettre, et encore, parfois on voudrait faire plus, et on le fait pour certaines compagnies, mais il y a vraiment cet enjeu-là. Et parfois, on fait de la production déléguée pour des projets qu'on initie, nous, directement à l'intérieur du lieu. Donc il y a vraiment, en fait, tous les modèles un peu économiques de contractualisation, en tout cas avec les compagnies, s'exercent un peu au Plateau Sauvage, où on pratique vraiment le sur-mesure. Et le deuxième projet que porte la compagnie, c'est un projet dit de transmission artistique. Ça veut dire qu'elle va venir pendant un temps X, où elle va déployer son spectacle. Et en amont ou en aval de ces répétitions, elle va venir partager son processus de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va partager les thématiques, les enjeux qui traversent en fait son projet avec un public pour qui une résidence, si tu veux, c'est des gens qui dorment dans un endroit ou qui peut-être n'ont jamais été au théâtre ou ne savent même pas ce que ça veut dire la question de la répétition, par exemple. Et donc, elle va partager ça avec eux. Elle va, évidemment, ça va prendre la forme d'ateliers, mais ça va aussi prendre la forme de rencontres qui vont aussi donner lieu à des restitutions, qui vont donc permettre aux gens de rencontrer un artiste un peu différemment que juste dans une salle de théâtre. Et ça, c'est un projet qu'on va venir financer. Et donc, la compagnie va nous refacturer les heures d'intervention qu'on investit dans ce projet-là. Et pour ça, on a un soutien très précieux, qui est celui du ministère de la Culture et de la DRAC Île-de-France, qui nous aide à porter ces projets sur mesure. Donc voilà, notre établissement, il est un peu au carrefour des mondes parce qu'il brasse beaucoup de pratiques qui se font dans des lieux très différents pour être au plus proche des besoins de la création, avec la conscience qu'on pourrait toujours faire plus. Après, il y a une chose aussi
très clair qu'il faut dire aussi, Dimitri, et notamment dans le public, Ouais. si les tarifs sont si bas dans le public, c'est parce que justement, le coût d'un spectacle, si on devait faire supporter le coût d'un spectacle aux spectateurs, on ne payerait pas au maximum une trentaine, voire une quarantaine d'euros dans une scène publique. On paierait une place 60, voire 80 euros en fait. Et c'est là où il est important de dire que le soutien public, le soutien de financement public, il est extrêmement important pour développer à la fois ce qu'on appelle une démocratisation culturelle, c'est-à-dire le fait d'être accessible à la fois sur un territoire de manière géographique, mais aussi accessible de manière financière à l'achat d'un billet de spectacle. C'est-à-dire que, en général, dans le théâtre public, on ne paye pas, on ne paye qu'une partie du coût d'un spectacle. C'est-à-dire le spectateur supporte une partie du coût d'un spectacle et du fonctionnement pour faire en sorte que ce spectacle ait lieu dans un théâtre. Et nous, on a mis en place, en plus de tout ça, une tarification un peu particulière qu'on a initiée dès notre arrivée, qui n'existait pas en fait dans d'autres théâtres. Alors expliquez-nous ça, c'est assez particulier, ça a attiré notre attention aussi. Ben oui, ça s'appelle la tarification responsable, c'est ça? Exactement, la tarification responsable. Tu veux raconter ton anecdote? Oui, la tarification responsable, c'est vraiment... en fait, c'est une réflexion qu'on a eue avec l'équipe sur, finalement, comment on peut sortir le spectateur d'une catégorie socio-professionnelle qui le contraindrait ou le maintiendrait dans une case. Et c'est venu de quelque chose d'aussi un peu personnel, où avant d'être à la direction des Plateaux Sauvages, j'étais donc metteur en scène en compagnie, et je bénéficiais d'un régime très spécial, unique en France, enfin unique en Europe et qui est très important pour le monde de la culture, qui est l'intermittence du spectacle. Oui. Et donc, quand par exemple j'allais au musée ou que j'allais... moi, j'aime beaucoup aller au musée, fréquenter des lieux qui ne sont pas d'ailleurs des lieux de culture, mais qui ne sont pas forcément des théâtres, je pouvais bénéficier d'un tarif plus avantageux si je justifiais le fait de pouvoir être chômeur, parce que c'est un régime qui est rattaché... alors ça s'appelle plus Pôle emploi maintenant, c'est France Travail. France Travail, ouais. C'est un régime qui est rattaché à ça. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce tarif, je devais montrer mon relevé ascédique de l'époque qui prouvait que j'étais bien bénéficiaire du chômage à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et en fait, je trouvais cela assez humiliant, en fait, de devoir montrer quelque chose de très personnel à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et puis moi, il y a des moments de ma vie où je travaillais énormément, où j'avais plus de moyens, et des moments de ma vie où j'en avais beaucoup moins. Et ça n'était pas vraiment une question d'âge, une question de statut social, ou voilà. C'était vraiment des moments, en fait, de vie. Donc nous, on a choisi au Plateau Sauvage de rendre responsable le spectateur au regard de la vie qu'il traverse, sans avoir à justifier. Donc c'est vraiment une relation de confiance qu'on établit avec le spectateur. Ça veut dire qu'il peut payer sa place 5, 10, 15, 20 ou 30 euros sans justificatif. On ne lui demandera pas s'il est chômeur, s'il a plus de 65 ans, s'il est mère ou père d'une famille nombreuse, s'il est bleu, jaune, noir, vert, etc. On ne lui demandera pas ça. C'est à lui, en conscience, de dire, moi, aujourd'hui, pour ce spectacle, je peux mettre 5 euros. Et moi, aujourd'hui, pour ce spectacle, je peux mettre 30 euros à ce moment de ma vie. Et ça s'arrêtera là, en fait. Il peut aussi bénéficier de ce qu'on appelle le billet suspendu. Parce qu'en fait, 5 euros, mine de rien, mine de plomb, pour certaines personnes, même ça, c'est pas possible. Donc, par exemple, pour des étudiants, 5 euros, ça va être un repas pour la journée. Donc l'idée du billet suspendu, où là pour le coup on n'a rien inventé parce que ça a été en Italie déjà initié avec le modèle du café suspendu à Naples, où on peut acheter un café pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'en payer un, voilà. Le billet suspendu, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait un spectateur va acheter un billet 5 euros pour un spectateur qu'il ne connaît pas et dont il pourra bénéficier par la suite. Et ça, c'est une cagnotte suspendue, solidaire, qui fonctionne très bien pour tout type de public qui ne peuvent pas bénéficier d'une invitation. Et ça rend responsable aussi une certaine catégorie
de spectateurs qui peuvent être par exemple des professionnels. Nous, on invite par exemple les professionnels, la presse, les journalistes à venir parce que c'est des gens qui sortent tous les soirs, dont c'est le métier au théâtre, et qui vont venir aussi soutenir par leur relais le travail des artistes. Et ben, ces personnes-là vont très régulièrement acheter un billet suspendu. Donc il y a une sorte de prise de conscience de cette tarification qui est vraiment très joyeuse au niveau des spectateurs. Et en fait, on a vu cette billetterie progresser dans le bon sens, année après année, parce qu'on se rend compte que les spectateurs ont vraiment cette conscience de oui, c'est de la co-réalisation, j'accompagne une compagnie, c'est pas non plus du chapeau, je donne pas ce que je veux à la fin, il y a quand même une grille qui est posée, mais par contre, j'accompagne ce geste artistique. En fait, c'est développer la sensation pour le spectateur de non plus être consommateur d'une pièce de théâtre, mais de venir ici au Plateau Sauvage, puisque nous soutenons la création, ce ne sont que des créations qui sont programmées à très très grande majorité au Plateau Sauvage. On vient soutenir la création, c'est-à-dire qu'on vient aussi contribuer au succès d'un spectacle. Et au tout début, quand on a imaginé cette tarification, on a fait vraiment un exercice très pragmatique. On a développé une tarification classique basée principalement soit sur la CSP ou sur l'âge, et développé une tarification alternative qu'on voulait vraiment relier à cette idée de création et de transmission qui est au cœur du projet et de convivialité. Et donc on a fait des tableaux très précis sur ce comparatif entre ces deux tarifications. Et finalement, c'est la tarification responsable qui l'a remporté. Avec le recul, puisque ça fait 8 ans que ça existe, je pense que c'est une tarification qui permet à la fois à tous les publics de pouvoir avoir accès au Plateau Sauvage. C'est-à-dire que venir au Plateau Sauvage, ce n'est pas une question d'argent. C'est déjà enlever une des formes de réticence ou une forme de petite réticence ou de représentation qu'on peut avoir sur le fait que le théâtre, ça peut être cher, voilà, et ça enlève déjà ce biais-là. Ça, c'est une chose importante. On s'est aperçu aussi que, bien évidemment, chaque spectacle amène une diversité de publics. Moi, j'aime pas dire le public des Plateaux Sauvages. Il n'existe pas un public des Plateaux Sauvages, il existe des publics au regard à la fois des formes artistiques qui sont convoquées. Une forme artistique, elle ne convoque pas le même public qu'une autre. Et que donc, du coup, cette tarification responsable, elle permet aussi à chacun de pouvoir se mobiliser à son endroit dans le temps financier et à son endroit de soutien. Voilà. Et ça alors, c'est quelque chose qui cartonne. C'est quelque chose qui nous a... Enfin, on a été copié, on va dire les bonnes idées, elles se partagent. Oui, tant mieux. C'est-à-dire que la MP2A la pratique, la Maison des Métallos l'a pratiquée pendant un certain temps. Toute leur programmation hors les murs, le Nouveau Théâtre de Montreuil s'y est mis, le Théâtre de Genève aussi, le Théâtre Prospero au Canada. Et puis on a eu aussi quelques contacts, c'est-à-dire qu'on a eu des grandes institutions qui sont venues nous voir, qui ont voulu comprendre comment se mettait en place cette tarification. Par exemple, la Villette, à un moment donné, s'est questionnée sur cette tarification et est venue nous voir et nous a questionné là-dessus. Et c'était quoi les réticences? Parce que moi, la première question qui m'est venue quand j'ai entendu parler de cette tarification, c'était mais en fait, est-ce qu'il y a des gens qui jouent le jeu? Est-ce qu'il n'y a pas que des gens qui prennent des places à 5 € et puis voilà, on se retrouve avec plus rien derrière? En fait, on s'aperçoit qu'en faisant confiance au public, avec un S, les publics nous le rendent bien. C'est-à-dire que, bien évidemment, le tarif de 5 € facilite la venue de spectateurs qui auraient peut-être hésité à venir chez nous. Donc, nous, on préfère une salle pleine qu'une salle vide, et je pense que la tarification responsable, elle permet cette chose-là. Mais en fait, en y regardant un petit peu de plus près, on s'aperçoit en fait que les gens sont beaucoup plus généreux qu'on ne le croit, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui donnent 30 € qu'on pourrait le penser. Et ça marche formidablement bien. Ouais, moi, je peux vous donner un exemple concret de ça, parce que la question que tu soulèves, évidemment qu'elle nous a traversé de se dire, mais si tout le monde se met à payer 5 €, enfin, en gros, on va mettre, nous et les compagnies, la clé sous la porte au bout d'un moment. Et en fait, si tu veux, cette tarification, elle va vraiment avec la notion, enfin, elle est vraiment corrélée à la notion d'accueil et de convivialité dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'en fait, une des difficultés que pose la tarification responsable, c'est que tu n'as plus la possibilité
de repérer ton public par petites cases de catégorie. Puisqu'en fait, si les gens sont libres de choisir leurs tarifs, ils n'ont plus sur un site internet à cocher j'ai moins de 25 ans. Donc ça te demande d'être vraiment dans la relation humaine pour connaître ton public, pour savoir finalement qui vient chez toi. Et bien sûr que nous, on observe les salles, donc on voit qu'on a un public jeune, très diversifié, parce qu'on a aussi une programmation qui est pleine de diversité. Il n'y a pas de dogme esthétique au Plateau Sauvage. Donc il y a des pièces dites tout grand public, assez populaires, etc. Et puis un théâtre qui est au contraire peut-être un petit peu plus pointu. On va retrouver ça. Et voilà, on va avoir vraiment ces deux types de spectacles qui vont se tuiler dans la programmation. Donc on va avoir des publics vraiment de tous horizons qui vont venir voir ça. Mais effectivement, ça demande de parler avec le public, de les rencontrer, de leur demander en fait comment ils nous ont connus, d'où ils viennent, etc. Donc ça demande de vraiment travailler la relation humaine. Et ça ne passe pas que par l'informatique. Donc ça peut être une des premières réticences. La deuxième, c'est celle que tu soulèves, de se dire mais si tout le monde se met à payer le minimum. Je te donne une situation en fait qui m'est arrivée au tout début quand on a expérimenté cette tarification. Et parce qu'il fallait faire connaître le projet, j'essayais d'inviter des gens de tous horizons à venir découvrir notre projet. Par exemple, j'avais invité la babysitter d'un de mes enfants qui n'allait pas souvent au théâtre et qui était étudiante à l'époque, qui ne gagnait pas très bien sa vie. Et je lui ai dit, voilà, je t'offre une place parce que je pense que ce spectacle, il peut te plaire, etc. Elle me dit, c'est super, ma mère adore le théâtre, je vais l'inviter. Et donc je lui dis, à toi, je t'offre une place et puis regarde, on met en place une tarification responsable. Et en fait, c'était, je ne sais plus, elle devait inviter sa mère pour un anniversaire ou quoi. Elle a acheté sa place 20 €. Je lui dis, mais attends, tu sais que tu as 5 €. Elle me dit, non, mais comme c'est un cadeau que je veux faire à ma mère, comme j'ai bien compris en fait le système et qu'en plus tu m'invites, moi je vais mettre, j'ai envie de mettre 20 €. C'est vraiment quelque chose que je fais. Donc en fait, les spectateurs, ils sont vraiment dans cette dynamique-là. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui vont peut-être venir très régulièrement au Plateau Sauvage, ils vont payer leur place 5 € systématiquement alors qu'ils auraient les moyens de mettre plus. Mais j'ai envie de dire, c'est en fait du moment qu'ils viennent et qu'ils viennent régulièrement, ça ne me regarde pas. Ça me fait penser un petit peu à autre chose dont je peux parler, qui est notre bibliothèque en accès libre. Un des premiers gestes que l'on a fait quand on est arrivé, c'était de construire une bibliothèque. Pour moi, la place du livre, de la lecture, elle est extrêmement importante. J'ai un grand-père qui était analphabète et dans ma famille, la place du livre, de la lecture, la dimension un peu intellectuelle aussi des choses, a pris une place très très importante. Et donc je trouvais que de pouvoir avoir l'objet livre, en plus au Plateau Sauvage on défend énormément les auteurs, les autrices, contemporains, contemporaines, c'était important de l'avoir. Donc on a construit cette bibliothèque. On a fait appel aux bibliothèques municipales aux alentours qui, plutôt que d'envoyer leurs livres à la presse, nous les ont donnés, en fait, les livres dont ils ne se servaient plus, qui sortaient de leur rayon. Donc on a eu une collection de livres divers et variés. Et puis les gens sont invités à amener des livres et à en reprendre. Et quand vous venez dans la bibliothèque des Plateaux Sauvages, s'il y a un livre qui vous plaît, vous pouvez repartir avec chez vous. Mais personne ne va surveiller que vous avez pris ce livre d'art ou cette pièce de théâtre, même si elle est flambant neuve chez vous. Ce que nous, on demande, c'est que si vous prenez un livre, votre engagement, c'est d'en ramener un en mettant un petit mot, une petite dédicace pour le spectateur suivant. Moi, j'ai jamais vu que ma bibliothèque, elle était dépouillée de livres ou de jouets, parce qu'il y a des jouets aussi pour les enfants, et les gens ne repartent pas avec le jeu, ils le consomment sur place, ils en profitent sur place, ou ils jouent vraiment le jeu de le refaire. De la même manière, cet espace de bibliothèque qui est un espace de convivialité, parce que pour les gens qui nous entendront dans le podcast ou sur la vidéo, si vous venez au Plateau Sauvage, et j'espère que vous viendrez, il y a des espaces à la fois de création, mais des espaces de convivialité où on peut juste se poser. Et donc la bibliothèque, par exemple, c'est un endroit où il y a des canapés, où on peut se poser. Il y a pas mal de jeunes du quartier, notamment des jeunes filles, qui à un moment donné fréquentaient beaucoup cet espace en fait, de librairie. Ils le fréquentent toujours. Ces jeunes filles jouaient au Uno et étaient dans ce lieu-là. La première question que me posaient souvent les institutionnels, c'était « mais du coup, est-ce qu'elles viennent au théâtre? Est-ce qu'elles viennent voir les spectacles ?»
Eh bien, peut-être pas tout de suite, en fait. Et pour nous, ça, c'est heureux. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un lieu comme le nôtre, qui est aussi un lieu de vie. C'est OK pour moi de simplement franchir la porte, de sentir bien, de se poser sur un canapé, d'avoir un jeu. Par exemple, on a du thé, du café en service libre, de pouvoir prendre le temps d'un café. Et après, peut-être dans un deuxième temps, on voudra franchir la salle d'un spectacle. Peut-être qu'on viendra pratiquer du yoga ou qu'on inscrira son enfant au théâtre. Et peut-être qu'on aura envie d'aller voir un spectacle derrière. Mais peut-être qu'on n'aura pas envie et qu'on aura juste envie hebdomadairement de faire quelque chose pour soi et qu'à un moment donné, les copains nous emmèneront voir un spectacle. Il n'y a pas d'obligation. Je pense que quand on travaille trop par système d'obligation, avec les publics, on les braque un petit peu. Il y a une forme de souplesse en fait, qu'il faut avoir dans la pratique théâtrale et surtout dans le lieu théâtre, dans la maison. Nous, on appelle notre lieu aussi la maison. Une autre chose qu'on a développée, par exemple, c'est ce qu'on appelle les samedis en famille. Le fait de pouvoir, dans un quartier où il y a beaucoup de monoparentalité. Donc beaucoup de femmes, peut-être d'hommes, mais on ne va pas se mentir, la grande majorité, c'est des femmes qui sont mamans solo. Aller au théâtre, même si c'est le samedi, en matinée ou le soir, ça implique, si vous êtes solo, de prendre un babysitting. Quand bien même vous serez en couple, aujourd'hui, vu la période de crise économique qu'on traverse, tout le monde n'a pas les moyens de faire un babysitting sur toute une soirée. Les samedis en famille, c'est la possibilité pour des spectateurs de venir avec leurs enfants, voir des spectacles qui sont a priori pas du tout jeune public, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcément partager parents-enfants. Ils nous laissent leurs enfants. Nous, on propose un atelier à leurs enfants qui est gratuit. Donc ça, c'est gratuit. Un atelier où ils peuvent faire un atelier qui correspond à leur âge en lien avec le spectacle. Donc à la fin de la représentation, ils pourront discuter avec leurs parents de ce qu'eux ont traversé dans l'atelier, de ce que les parents ont traversé dans le spectacle. Et ils ont un goûter préparé par notre chef Rosilène qui tient notre bar. Ça, par exemple, c'est des petites choses qui font qu'à un moment donné, on peut aussi fréquenter le lieu autrement que simplement avoir l'injonction d'aller voir un spectacle. D'accord. Et juste boucler la chose par rapport à la tarification responsable. Il faut qu'on passe à la thématique suivante, oui, sinon on n'aura plus le temps. C'était de dire en fait que moi je constate que notre public est un des... on a une pluralité de public, mais surtout un public qui est aussi composé de beaucoup de jeunes. Et ça, la tarification responsable nous permet aussi de toucher un public beaucoup plus jeune qu'on a l'habitude de ne pas penser dans un théâtre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont au théâtre, mais cette tarification permet cette chose-là aussi. Voilà. Mais c'est vrai que souvent les jeunes, ils viennent avec leur école. Oui. Et là, c'est aussi un moyen de les faire venir sans leur école aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces explications. La petite question qui me vient aussi, c'est parce que là, on parlait donc de samedi pour les familles, que c'était gratuit. On parlait de tarification responsable, d'accompagnement, de co-réalisation. Bon, tout ça, ça doit coûter de l'argent, mais si ça ne vient pas du prix du billet, ça vient d'où, donc, concrètement? Alors, pas forcément pour vous, mais pour un théâtre public, d'où vient cet argent? Eh bien, c'est ça qu'on appelle le service public. C'est exactement ce qui fait que quand tu vas chez le médecin, tu ne payes pas comme aux États-Unis. Tu n'hésites pas entre te faire retirer un rein parce que tu as un vrai problème avec ça, ou te faire arracher une dent parce qu'elle est cariée, parce que justement, le service public prend en charge un certain nombre de sujets. C'est pareil pour la culture, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est de se dire que la culture, c'est aussi un bien commun et qu'il faut les deux. Il faut pouvoir avoir aussi des économies privées qui proposent d'autres choix et qui parfois d'ailleurs ont des positionnements et des visions qui sont bien plus proches qu'on le pense que celles défendues par le théâtre public et réciproquement. Moi, ça m'arrive de travailler avec des compagnies qui aussi, entre le théâtre privé, le théâtre public, par exemple, chez nous, Joël Pomerin fait partie des artistes qui sont associés au projet, avec qui on travaille au long cours. Eh bien, Joël, on peut le retrouver dans le théâtre public, dans le théâtre privé. Et pour moi, c'est cette porosité, en tout cas des visions, elle est complètement possible et à encourager. Mais effectivement, il y a un service public de la culture qui encourage en fait cette mixité
et cette possibilité. Donc nous, on a la chance d'être un établissement de la ville de Paris et d'avoir le soutien d'une collectivité territoriale qui s'inscrit sur cette ligne de crête. C'est-à-dire vraiment comment on peut rendre accessible à tous et multiplier des projets qui rendent encore plus facile comment dire, ce partage en fait, des visions, des arts, des projets, des publics. Donc, sans, je dirais, ces aides-là, on n'a pas de possibilité vraiment de développer ça. Jean-Baptiste le disait très bien, si on retirait cette pensée, parce que ce n'est pas que du numéraire en fait, c'est vraiment cette pensée qui préside au service public de la culture, bah, on se retrouve avec des billets qui coûtent très très cher, et donc forcément on coupe une partie de la population de ça. Donc c'est pour ça que quand on dit souvent le théâtre public, des fois il est trop élitiste, etc. Moi je crois que cette vision d'un théâtre public qui serait trop élitiste ou d'un théâtre privé qui serait très populaire, mais parfois la qualité artistique serait peut-être un petit peu nivelée, etc. Ça me semble dépassé. Je pense que maintenant, il y a une génération, en tout cas dont nous on fait partie, qui est beaucoup plus... beaucoup plus ouverte à l'échange, beaucoup plus ouverte aussi au fait de faire un pas de côté. Évidemment qu'aujourd'hui, le service public, dans le contexte économique dans lequel il ne peut pas tout supporter. Il est obligé de faire des choix. Enfin, nous, on ne s'est jamais senti absent ou hors sol de cette réalité-là. En fait, on comprend très bien que le contexte économique d'aujourd'hui, il n'est pas celui d'il y a 10 ans, il n'est pas celui d'il y a 50 ans, et qu'il faudra positionner des choix. C'est une évidence. Mais positionner ces choix-là, c'est être attentif au fait qu'il y a en fait, que cette diversité, ce métissage, j'allais dire, des pensées, il est vraiment celui qui constitue en vérité notre patrimoine aussi français. C'est-à-dire que cette richesse des points de vue, c'est ce qui constitue notre patrimoine. Et forcément, quand on est très figé dans certaines coupes ou qu'on coupe justement soit des acteurs culturels ou des catégories de population de l'accès à ce bien commun, eh bien on se retrouve à finalement ne redonner qu'une vision, qu'une seule pensée, qu'un regard sur les choses. Et c'est ça que je trouve dommage, et c'est de cela qu'il faut s'inquiéter, parce qu'en fait, nous, on est à la tête d'un lieu. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, comment dire, il y a une ligne de conduite que je m'impose, mais que Jean-Baptiste et moi, et on s'impose réellement, en fait, c'est de rester... on a la chance, en fait, de tous les matins se rendre dans notre théâtre, faire un travail qu'on aime, avec une équipe qu'on aime, dans un lieu qu'on aime, et avoir les moyens de pouvoir défendre ce qu'on appelle la création, parce qu'on est un établissement dans une collectivité territoriale qui défend cela. Mais moi, tous les jours, je rencontre des artistes qui, eux, là, réellement ne savent plus comment remplir leur frigo. On en est vraiment là. Et se posent vraiment la question de vont-ils pouvoir, oui ou non, poursuivre ce métier. C'est un métier qui, de tout temps, a été concurrentiel et où il serait faux de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a quand même la question de la pluralité des visions qui me semble être quelque chose aujourd'hui à défendre. Et dans ce sens, les institutions ont une vigilance à avoir. Le service public, les collectivités, l'État a une vraie responsabilité au regard de ça, au sens anglais du terme de la responsabilité, c'est-à-dire être capable de répondre à cet enjeu-là. Et les lieux et les acteurs culturels et les artistes ont aussi une responsabilité d'entendre qu'aujourd'hui, l'économie est fragile, difficile, et qu'il va falloir mesurer, peser, positionner des choix pour qu'on accompagne les artistes aussi dans de bonnes conditions et qu'on préserve ça. Donc pour moi, c'est vraiment un travail qui doit se faire main dans la main. Et ce qui nous rend triste, c'est que très souvent, dans ce genre de choses, on se retrouve assez dos à dos, alors qu'on pourrait vraiment, je le crois, travailler ensemble et faire ensemble les pas de côté qui s'imposent. Oui, parce que j'allais te poser la question, en fait.
Là, on a vu, je l'ai dit en introduction, il y a des coupes qui sont drastiques, et puis c'est effet domino, parce que l'État annonce des coupes dans son budget, les régions, à leur tour, annoncent des coupes dans les budgets, les départements suivent, ils font pareil. Mais ça se traduit comment concrètement, en fait? Parce que comment on fait? Comment on programme? Est-ce qu'on programme moins de pièces? On négocie? Comment ça se passe avec des pièces quand on est face à des troupes et qu'on a des budgets qui sont réduits de moitié? Nous, on n'est pas face à ça, puisque, pas vous, comme je viens de le dire, mais on est dans une collectivité qui est très soutenante aujourd'hui vis-à-vis du projet. Mais en fait, quand moi je discute avec mes collègues directeurs de lieux, c'est tout à fait mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous avez moins de moyens, vous avez moins de moyens de prendre des risques, et notamment dans les lieux de création. Donc, si on peut aussi tous et toutes se dire, désormais, on ne travaille que sur ce qui marche. Donc, la notion d'expérience, la notion d'expérimentation, la notion de tentative, la notion d'échec, qui fait partie, le pouvoir de l'échec, c'est un pouvoir qui est très important dans la question de la création. C'est-à-dire qu'en fait, tous les grands peintres, toutes les grandes œuvres qu'on voit aujourd'hui se sont fondées à un moment donné sur une notion d'échec. Prenez les impressionnistes aujourd'hui que vous allez voir. Quand vous allez voir, faites la queue pendant 3 heures, 4 heures pour aller voir l'exposition Caillebotte au musée d'Orsay. Il faut bien avoir en tête que Monet, Manet, Berthe Morisot, Caillebotte étaient des types à qui on disait « votre peinture n'a rien à faire là, ça ne fonctionne pas, ça ne veut rien dire, on ne comprend pas ce que vous faites, vous êtes refusé ». Voilà. Donc en fait, et aujourd'hui, c'est des œuvres qui se vendent à prix d'or. Donc en fait, il faut quand même avoir en tête que la création, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas une ligne droite, c'est une ligne qui est complètement oblique. C'est une ligne qui prend des chemins de traverse, c'est une ligne qui est complexe. Est-ce que... comment dire, est-ce que le service public est là pour financer uniquement l'échec? On n'est pas du tout en train de dire ça, mais de dire qu'en fait, qu'il y ait de la place pour ça, c'est important. Tu disais tout à l'heure, le théâtre, c'est un peu un espace sacré. Et c'est vrai que des fois, on le voit un peu dans le mauvais sens, cette chose-là, en disant « oui, c'est difficile de pousser une porte de théâtre, etc. » Moi, je crois que vraiment, les associations, parce que là, on parle de nous en tant que lieu, mais il faut savoir qu'il y a un maillage d'associations sur le territoire, d'acteurs qui font un travail d'une puissance extrême pour permettre aux gens de rentrer dans le théâtre. Donc en fait, aujourd'hui, les gens poussent, moi si tu veux mon avis, bien plus facilement qu'on le croit, la porte d'un théâtre par-delà la sortie culturelle, etc. Par contre, il se passe une chose dans un théâtre qui se passe, moi je pense, nulle part ailleurs et dans aucun autre art. C'est que dans un théâtre, vous allez rentrer, vous allez être assis à côté de quelqu'un qu'a priori vous ne connaissez pas, même si vous êtes venu avec des amis, devant vous, derrière vous, ou alors vous avez vraiment bloqué toute la salle ou privatisé la salle avec votre famille, mais c'est très rare. Il y a des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir éteindre complètement votre téléphone portable, donc vous couper de cette société de l'instantané qui vous happe toute la journée et qui vous sort du temps. Il va y avoir du noir qui va se faire. Donc vous allez être plongé dans le noir, comme en vous-même. Et ensuite, vous allez regarder des gens qui vous mentent, ça s'appelle des acteurs, mais qui vont vous dire, qui vont vous raconter la vie. Je veux dire, c'est une expérience millénaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, quand vous allez au musée, bien sûr que vous allez avoir cette expérience de la contemplation et de l'arrêt du temps. Mais moi, je veux dire, la dernière fois que j'étais au musée, j'ai vu plus de gens en train de s'instagrammer devant l'œuvre qu'ils allaient voir, parce que c'est possible de le faire. Au théâtre, vous allez avoir moins cette possibilité-là. Donc en fait, elle est très... cette notion d'expérience, on va dire, cathartique, sacrée, profondément humaine, sacrée non pas dans le sens dogmatique, mais dans le sens philosophique de cela, eh bien, c'est une expérience qui veut dire qu'il va y avoir de la réussite et du raté. Et il y a des fois où vous allez sortir d'un spectacle en vous disant j'ai pleuré, quelque chose a changé en moi. Puis il y a des moments où vous allez vous dire je n'ai vraiment strictement rien compris. Et ça va nourrir un point de vue aussi sur le monde et sur les œuvres. Donc moi,
aller au théâtre pour aller voir que des choses avec lesquelles je suis d'accord, qui me ressemblent, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis le fruit d'un métissage. Mes 2 parents, dans les années 70, sont des personnes qui ne devaient a priori pas se rencontrer, pas se marier. Et en fait, moi, je ne peux vivre que là-dedans, que dans l'idée que l'autre ne me ressemble pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup de plaisir à aller et dans le théâtre privé et dans le théâtre public, à aller voir des œuvres où j'assume de vibrer ma part de divertissement et des choses aussi qui vont me pousser dans mes retranchements. C'est ce tuilage-là, pour moi, nonobstant les coupes de budget, etc., la réalité profonde dans laquelle on est, qu'il faut continuer impérativement à cultiver. C'est mon point de vue. Ouais, très bien. Tu le partages ? Est-ce que tu partages mon point de vue ? Oui. Là, il faudrait qu'il ne soit pas d'accord. Pour que j'aille au bout de ça, il faudrait qu'il ne soit absolument pas d'accord. Il faudrait que personne ne soit d'accord et ça serait parfait. Pour les dernières minutes qui restent, je vous propose de vous parler de la présentation de saison, de cette saison, de la saison dernière, à laquelle j'ai assisté. Laetitia, tu as fait un show terrible. La salle était morte de rire du début jusqu'à la fin. C'est vraiment la présentation la plus drôle et la plus joyeuse que j'ai vue. Et en plus, donc, tu faisais gagner des lots au public en fonction des pièces. Je me rappelle, il y avait une artiste québécoise, tu as fait gagner du sirop d'érable et tu tirais au sort. Merci de me balancer. Hein. Oui, c'est génial. En plus, j'avais dit qu'il fallait rester discret. Mais bon. Oui, mais bon. Ami voilà. du cliché, bonsoir. Tu achètes ton public, en fait, c'est ça le secret. Bien sûr. Tu sûr, achètes en début toujours. de saison. Je vous propose aussi un petit tirage au sort sur ta gauche. Laetitia, tu as une. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, avec des petites questions. Allez, L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais essayez d'en choisir plusieurs. Tant que vous voulez, je vous arrêterai. Il n'y a pas de boule noire, ça, je suis un peu Il n'y a pas de déçue. boule noire, non. Ça évoque quoi pour toi le rire au théâtre ? Ouais. Bah, c'est toi qui réponds. C'est moi qui réponds à la question ? Ouais. Moi, je vais dire quelque chose de bateau, mais qui est en même temps extrêmement évident. Je pense que le rire est un défouloir absolument formidable. C'est-à-dire, ça permet de couper avec la réalité première, brute. Et le rire, moi, c'est le symbole de la distance qu'on met face à la réalité et face à soi-même. Voilà. Ok. Et le rire, d'ailleurs, n'est pas qu'important au théâtre. Je pense qu'il est important dans la vie tout court. On est bien d'accord. Bah mince, on est encore d'accord. Laetitia, à toi. Allez, je le cale entre mes cuisses. En tant que directrice de salle, qu'est-ce qui te fait choisir une pièce pour ta programmation ? C'est une question intéressante parce que quand je rencontre les artistes, comme je te l'ai expliqué, ils ont pas de... Je n'ai pas vu leur travail. Oui. Je peux avoir vu leur travail dans d'autres spectacles, mais ce qu'ils vont me proposer et ce qui va se jouer au Plateau Sauvage, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je me base sur une chose qui est très importante dans la vie qui s'appelle l'intuition. Et donc, quand je rencontre un artiste et qu'il me parle de son travail, je fais confiance à mon intuition en me disant j'ai envie de le rencontrer et en acceptant pour moi-même que ça va peut-être faire un carton, comme Élise Noireau, comme Kelly Rivière qu'on a en ce moment, comme plein d'autres artistes. Et parfois, ça va être plus fragile. Et c'est super, parce que moi, je dis toujours que les Plateaux Sauvages, c'est mon école. Et en prenant ces risques avec les artistes et en les regardant faire, j'apprends aussi tous les jours. Tu laisses parler tes goûts, quand même, un petit peu. J'ai pas entendu. Tu laisses parler tes goûts personnels, quand même. Dans cette alors, intuition, oui et il y a non. une part de... Oui et non. Ouais, okay. Parce que je dis souvent que la programmation, il n'y a pas de dogme esthétique dans la programmation. Figure-toi que je n'ai pas voulu qu'il y ait d'artistes associés dans ce lieu-là, parce que je ne voulais surtout pas programmer que ma famille théâtre. Moi, il y a des artistes que je programme dont les esthétiques sont très, 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 très éloignées des miennes, qui ne font pas du tout la même chose que moi. Et il y a même des spectacles où je me dis, oui, là, moi, je ne l'aurais pas du tout monté comme ça, je n'aurais pas du tout travaillé ça. Et c'est ça que j'aime, en fait. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce métissage-là, et d'aller aussi à la rencontre de ça. Mais c'est avant tout la rencontre humaine, parce qu'un artiste, il va travailler avec mon équipe pendant un long temps, parce qu'il va travailler sur la transmission artistique, sur l'accueil. Donc, un artiste, il peut être très, très, très talentueux. Si je sens que c'est quelqu'un qui va nous gonfler pendant une saison, quand bien même son spectacle est super, je l'inviterai à aller le déployer ailleurs. Ok. Jean-Baptiste, à toi.
Ça évoque quoi pour toi les larmes au théâtre? Tu as la même question que tout à l'heure. Bon, tu peux répondre ou tu peux en prendre une autre si Moi, tu veux. même exactement la même réponse que tout à l'heure, la distance. Ok. La distance avec les larmes, c'est intéressant, ça. Ouais. Allonge-toi 2 minutes. Ouais. On va en discuter. On fait un deuxième épisode sur ça. Est-ce que vous assistez aux premières des pièces que vous programmez en salle, en coulisses? Vraiment une question très intéressante. Alors ça, c'est uniquement ma réponse, parce qu'il y a plein de réponses possibles. Moi, ce que j'aime quand un artiste vient créer au Plateau Sauvage, c'est de me glisser. Alors j'adore ça, j'adore me glisser régulièrement en répétition, mais je reste 5-10 minutes. C'est-à-dire je ne vois jamais une générale, une couturière, quoi que ce soit. J'essaie, le soir de la première, d'être exactement dans les mêmes conditions que les spectateurs ou les spectatrices qui viennent voir pour la première fois ce spectacle. J'aime être au diapason de ce que ressent le public. Voilà, donc moi je passe, je regarde, j'espionne, mais je reste pas suffisamment longtemps pour avoir le plaisir d'un spectateur à la première représentation. Et moi c'est pareil, je vois toujours la première et la dernière, parce qu'un spectacle, et c'est l'importance de la série, l'importance de faire plusieurs représentations, c'est un spectacle n'est pas le même quand il débute et quand il a eu 2 semaines. Les acteurs, le plateau, les artistes ont besoin de temps pour déployer leur travail. Très bien. Vu le temps qui nous reste et que vu que tu as répondu aussi, Laetitia, je vous propose de poser l'urne. Il y a un petit cadeau pour vous juste à côté d'où elle était posée. Oh, wow. Vous avez des petits stickers. Alors on les a un peu cachés, mais c'est quoi, vous avez des petits stickers tête de lecture, qu'on vous offre avec le petit QR code pour accéder aux épisodes. Voilà, comme en présentation de saison, il y a un petit. Hors de question que je les donne à Jean-Baptiste. Il y a un petit cadeau. Il y en a plusieurs, il y en a pour tout le monde normalement. Il y en a 3, il y en a 4. Ouais, il y en a 4. On a mis de la marge. Abusé. Tiens. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Laetitia. Merci à toi. Et Jean-Baptiste pour cette émission. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous qui nous regardez ou nous écoutez, si vous n'êtes pas loin de Paris, n'hésitez pas à pousser les portes des Plateaux Sauvages. On est toujours bien reçus, comme on a pu l'entendre. Et la programmation nous a toujours inspirés chez Tête de Lecture pour vous proposer des recommandations ou des invités d'épisodes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous vous demandez ce qui se joue en ce moment au Plateau Sauvage, vous avez la pièce In situ sur la résistance au monde qui nous entoure par la poésie, et la pièce Mémoire courte qui questionne les secrets de famille traversant les générations et ce qu'on en fait de ces secrets. Voilà, les 2 spectacles qui se joueront au Plateau Sauvage donc à partir du 3 mars. Et Laetitia, tu reprends aussi une pièce Même si le monde meurt. Même si le monde meurt, c'est ça. Même si le monde meurt, de Laurent Godet, et au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie du 6 mars au 6 avril. Un titre qui invite à la joie. Oui, c'est ça. Une dystopie sur la fin du monde signée Laurent Godet, mais avec une troupe pleine de vitalité qui sont les jeunes acteurs et actrices issus de la troupe éphémère de l'Atelier Cité de Toulouse. Oh, voilà, Toulouse, les Toulousains encore, voilà, ma patrie, c'est parfait. J'irai les voir avec plaisir. Merci beaucoup. Ce soir, dans les studios des Bonnes Résolutions, nous avions Léa Pétel à la réalisation vidéo, Louane Nuzel au son, aux caméras, Elisa Romani, Florian Cobel et Sébastien Raymond. Préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Suma dans les studios des Bonnes Résolutions. Avec Tête de Lecture, notre objectif c'est de se frotter au monde du théâtre et de vous donner tous les codes pour le rendre lisible et désirable. On vous balise le chemin qui mène jusqu'aux portes de la salle de spectacle et on vous invite à rencontrer celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui. Car on est persuadé que c'est grâce à la scène qu'on peut arriver à penser le monde qui nous entoure, à le critiquer, à en prendre soin. Alors approchez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'œil et poussez avec nous les portes des théâtres. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de Lecture.